Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce nouveau point presse du ministère des Armées et des Anciens Combattants. Au programme de ce jeudi, nous ferons un point sur les actualités du ministère. Nous passerons ensuite au focus thématique. À quelques jours de la réouverture de Notre-Dame de Paris, le ministère met à l'honneur la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Et à ce titre, nous accueillons aujourd'hui le général Arnaud de Cacrès, commandant la BSPP. Il vous présentera les spécificités de cette unité opérationnelle de l'armée de terre au service de la protection civile. Et enfin, le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées, fera le point sur les opérations militaires françaises. Je commence donc les actualités. Au lendemain des 80 ans de la libération de Strasbourg, je débute une actualité en lien avec les commémorations. Demain, le ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants, Jean-Louis Thiriot, se rendra à Penire dans le Finistère pour présider la cérémonie de clôture, qui clôture le parcours de la flamme de la mémoire. Le 22 novembre à Paris, une trentaine de collégiens issus des différents territoires du Finistère ont prélevé une flamme sur la tombe du soldat inconnu. Cette flamme a parcouru plus de 600 km pour sensibiliser et mobiliser le public autour de l'importance du devoir de mémoire et de rendre hommage à celles et ceux qui sont tombés pour la France. Plus de 600 jeunes finistériens participeront à la cérémonie de demain. Ils marcheront jusqu'au monument aux Bretons de la France libre où sera déposée la flamme. Toujours en lien avec la jeunesse, mercredi 4 décembre, la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac accueillera la première promotion de son escadrille Air Jeunesse. Lancé en 2019, ce dispositif est un parcours aéronautique, sportif et citoyen. Ces escadrilles sont destinées aux jeunes passionnés par l'aviation. Elles ont vocation à renforcer les liens armée-jeunesse en leur proposant une initiation auprès des aviateurs. Mercredi après-midi, la colonelle Nathalie Picot, commandant la base aérienne 106, accueillera les 19 futurs équipiers de l'escadrille avec leurs familles. Ces jeunes âgés de 12 à 16 ans sont scolarisés dans les collèges et lycées de la région bordelaise et lors de cette journée d'inauguration, ils bénéficieront d'une première présentation des missions et du personnel de la base. Cette journée sera l'occasion de rencontrer leurs futurs encadrants et de découvrir le programme de l'année. À l'issue de ces échanges, les jeunes recevront leur uniforme, marquant le début de leur aventure. Les équipiers de cette nouvelle promotion se rendront sur la base aérienne chaque mercredi hors vacances scolaires et au programme découverte de l'histoire, des métiers et des traditions de l'institution, initiation à l'anglais aéronautique, visite des unités, sport, cérémonie ou encore topographie. Je continue avec un événement qui met à l'honneur le soutien à l'innovation et à la recherche de haut niveau dans le domaine de la défense. Mardi prochain, le 3 décembre, le ministère des Armées et des Anciens Combattants, via l'agence Innovation Défense, remettra plusieurs prix de thèse. Chaque année, l'AID finance plus d'une centaine de thèses. L'objectif est de faire émerger de nouvelles idées dans les domaines clés pour la défense, sur les plans scientifiques et technologiques. Depuis 2002, ce prix annuel est décerné à des jeunes docteurs ayant bénéficié d'une allocation de thèse financée par le ministère. Et la sélection repose sur l'intérêt des recherches pour la communauté scientifique, leur niveau d'innovation et la qualité des résultats obtenus. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher de la DGA. Dans le domaine culturel, je vous signale la campagne originale du musée de l'armée que vous avez pu voir fleurir sur les quais du métro parisien depuis lundi. Le musée de l'armée s'est associé avec le musée du Louvre, le château de Versailles, le musée d'Orsay, le musée Carnavalet pour faire se répondre des œuvres majeures qui sont exposées avec celles qu'ils présentent aux invalides. Vous pouvez également y voir jusqu'au 18 décembre une exposition très innovante intitulée « Revivez la libération », fondée sur l'usage de l'intelligence artificielle au service de l'histoire. Cette exposition propose une expérience aussi novatrice que bluffante. À partir du 22 décembre viendra ensuite la traditionnelle exposition de Noël attendue par tous les enfants et cette année, ce sera Lego aux invalides. Et au-delà de ces collections, vous pouvez visiter le nouveau parcours permanent du musée ouvert en juillet dernier. Il raconte autour du plan relief
présenté à Louis XIV l'histoire du site des Invalides. Il présente également des pièces uniques et restaurées qui n'avaient pas été exposées au public depuis des décennies, comme par exemple l'épée que Napoléon portait à Austerlitz. Je poursuis avec la célébration de la première fête d'armes pour la 19e brigade d'artillerie. Le 5 décembre prochain, à l'occasion de la Sainte-Barbe, le général de corps d'armée Denis Mistral, gouverneur militaire de Lyon, présidera la première fête d'armes de la 19e brigade d'artillerie au quartier général Frères. Elle réunira pour la première fois les 4 unités qui lui sont officiellement rattachées. La 19e brigade d'artillerie, commandée par le général Marc Galland, regroupe les 1er, 54e et 61e régiments d'artillerie, ainsi que l'école des drones. Cette brigade est spécialisée dans la délivrance des feux dans la profondeur du champ de bataille. Et le regroupement de ces unités d'artillerie et de la nouvelle école des drones au sein d'une même brigade s'inscrit dans les objectifs de transformation de l'armée de terre, à savoir la modernisation des équipements, la refonte de l'organisation pour opérationnaliser son fonctionnement et développer des capacités clés. La 19e brigade d'artillerie offre des options réactives et puissantes d'appui direct des divisions et du corps d'armée pour frapper l'adversaire dans la profondeur afin de la réorganiser et d'en réduire le potentiel de combat en ciblant ses capacités critiques. Poste de commandement, artillerie sol-sol, éléments de défense sol-air, zone logistique ou concentration de forces en zone d'attente. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du CIRPATER. Je passe maintenant à une formation interalliée dédiée aux officiers supérieurs féminins qui se tient actuellement. Depuis lundi et jusqu'au 5 décembre, la France accueille pour la première fois les European Orientation on Global Security. Il s'agit de la 3e édition d'un programme de formation politico-stratégique destiné aux officiers féminins de l'OTAN et des armées alliées. Ce programme vise à créer un réseau d'officiers féminins sensibilisés aux enjeux européens. L'objectif, renforcer la solidarité stratégique entre les pays membres de l'OTAN. Cette édition est organisée par l'Acadème et l'IHEDN et prévoit des temps d'échange avec les autorités politiques et militaires françaises, européennes et otaniennes. Des visites au sein des bases et régiments des armées françaises ainsi que des hauts lieux de mémoire sont également prévues. Et ce lundi, le chef d'état-major des armées, le général d'armée Thierry Burkhardt, a accueilli les participantes au programme. Ce matin, les auditrices visitent le 54e régiment sur la base navale de Toulon et demain, elles seront accueillies sur la base aérienne d'Istres pour échanger avec le personnel navigant et les mécaniciens de la 31e escadre aérienne de ravitaillement et de transport stratégique. Avant de passer au focus thématique consacré à la BSPP, je conclue avec la création d'une unité militaire qui œuvrera pour la protection civile dans les territoires. Le 4 décembre prochain, le 4e régiment d'instruction et d'intervention de la sécurité civile sera inauguré à Libourne, en Gironde, par le ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants et par le ministre de l'Intérieur. Cette inauguration se tiendra en présence du chef d'état-major de l'armée de terre, du directeur général de la sécurité civile, du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et d'élus locaux. Ce nouveau régiment répond aux engagements du président de la République pris à la suite des feux de forêt qui ont largement affecté la Nouvelle-Aquitaine en 2022, à l'été 2022. Et le régiment compte 200 sapeurs-sauveteurs et atteindra sa capacité à l'horizon 2027, sa pleine capacité à l'horizon 2027, avec un total de 580 militaires. Il interviendra en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi dans toute la France et à l'étranger pour faire face aux risques majeurs de toute nature et protéger les populations. Les médias intéressés pourront assister à la formation initiale des 40 sapeurs-sauveteurs la veille de l'inauguration, le 3 décembre. Et je vous invite à vous rapprocher du CIRPATER si vous souhaitez y participer. Je passe au focus thématique dédié cette semaine à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Avant de céder la parole au général de Cacré, je vous propose de revenir brièvement sur l'histoire de cette unité militaire singulière. Son origine remonte au début du XIXe siècle. Le 1er juillet 1810, un feu violent
éclate dans l'ambassade d'Autriche à Paris, causant plusieurs dizaines de victimes. À la suite de cet événement, Napoléon Ier décide de réorganiser et de professionnaliser la lutte contre le feu à Paris. Et selon lui, seul le modèle militaire représentait un gage d'efficacité. Le 18 septembre 1811, Napoléon prend ainsi la décision de militariser la première unité de pompiers professionnels de France. Il crée un nouveau corps militaire qui fusionne les gardes-pompes et les militaires volontaires, le premier apportant la connaissance du feu et le second, la rigueur et la discipline. Plus de 200 ans après, la BSPP conserve sa singularité d'unité militaire de sécurité civile au même titre que le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade des formations militaires de la sécurité civile. La BSPP est une unité du génie de l'armée de terre, placée sous l'autorité du préfet de police de Paris. Elle effectue environ 500 000 interventions par an pour venir en aide à la population, pour des interventions du quotidien, comme pour des opérations de grande ampleur. Parmi elles, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2019, et à quelques jours de sa réouverture, ce point presse est l'occasion de rappeler que la BSPP a été en première ligne pour sauver la cathédrale. Je vous invite à voir et à revoir le film Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano, réalisé avec le soutien de la mission cinéma et des industries créatives. Ce film immersif illustre l'engagement des hommes et des femmes de cette unité d'élite qui ont permis d'éviter l'effondrement de l'édifice. La BSPP, véritable porte-drapeau de la rigueur et de la résilience militaire, forme la plus grande unité militaire des sapeurs-pompiers en Europe. Et pour illustrer ces propos, je vais maintenant céder la parole au général Arnaud de Cacré, qui vous présentera plus en détail cette unité tout à fait singulière et ses missions. Général, je vous en prie, c'est à vous. Serge, Paris 17. Les 60 euros, on devrait plus tarder à arriver. On met une lance à distance. De l'engagement discret de ses serviteurs, qui ne se demandent jamais ce que ça fait. C'est de servir la France et la République. C'est de servir les Françaises et les Français pour les sauver, pour les secourir ou pour périr en essayant. Bonjour mesdames et messieurs les officiers, bonjour mesdames et messieurs, je suis le général de Cacré, je commande la brigade de sapeurs-pompiers de Paris depuis le 1er octobre 2024. Je me présente en quelques mots très rapidement, puisque ce n'est pas ma personne qui a de l'importance, mais bien la brigade que je vais vous présenter. J'ai une carrière traditionnelle pour un officier de l'armée de terre. J'ai fait mes temps opérationnels au sein de cette brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Et puis j'ai un certain nombre de temps d'état-major dans les ressources humaines de l'armée de terre et également un parcours dans le domaine du renseignement. Alors, je ne vous le cache pas, pour moi, c'est une immense fierté et c'est avec un peu d'émotion que je vous présente en cette année du 80e anniversaire de la libération de Paris, au sortir des JOP, à quelques jours de la réouverture de Notre-Dame de Paris, une brigade qui peut se définir par ce qu'elle n'est pas et par ce qu'elle est. Ce qu'elle n'est pas, c'est un service départemental d'incendie et de secours.
ce qu'elle est. C'est une brigade de l'armée de terre, placée sous l'autorité du préfet de police, qui est née, comme vous le rappeliez, dans la crise en 1811, et la crise est aujourd'hui partie intégrante de son ADN. Elle est militaire par son histoire. Elle a traversé des guerres, des révolutions, des attentats, des grands incendies. Elle a répondu présent à tous les rendez-vous que l'histoire de France et de Paris, histoire tumultueuse, lui a présentés. Elle reste militaire en raison des enjeux exceptionnels qu'elle doit défendre sur la plaque parisienne. La concentration des pouvoirs économiques et politiques, la défense de ce qui est si important au cœur de chaque Français, le patrimoine exceptionnel de la ville de Paris et des 3 départements de la Petite Couronne. Son statut militaire est la source et le ressort de son excellence. Il se fonde sur ses obligations qui sont directement liées au statut de neutralité, de disponibilité, de loyauté, de discipline, jusqu'au sacrifice suprême, à l'instar de son exigeante devise « sauver ou périr ». En résumé, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, c'est une brigade de 8700 hommes et femmes engagés sur le territoire national, au cœur des enjeux de la capitale, contribuant à la continuité institutionnelle et fermant de la résilience nationale. Alors je voudrais vous la présenter au travers peut-être de ce que sont les cinq forces, les 5 permanences de la brigade, ce statut militaire exceptionnel qui fait que nous sommes engagés partout, non seulement sur le territoire national, parfois en renfort des services départementaux d'incendie et de secours, on parlait des feux de 2022, mais également au moment des inondations en 2023 dans le nord de la France, mais également en Nouvelle-Calédonie, où entre le 17 mai et le 10 octobre, pendant plusieurs mois, nous avons presque 140 pompiers qui ont été projetés en appui des forces armées, du RAID, du GIGN, sur des missions particulièrement exigeantes. Au-delà de ce statut militaire, j'insisterai sur 4 autres points. Le premier, c'est l'intégration de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris au sein de la préfecture de police. C'est aussi ce qui lui donne sa force, son interopérabilité avec chacune des grandes directions de la préfecture de police. C'est ce qui a permis notamment le succès des Jeux olympiques et paralympiques qui se sont passés sur essentiellement la plaque parisienne, mais c'est ce qui permet également, dans le quotidien des interventions que nous pouvons vivre, un travail de qualité au service de la population. Le troisième point sur lequel j'insiste, c'est l'interdépartementalité. Aujourd'hui, la brigade est capable de s'adapter. Elle est dans une posture qui est réversible. Elle est capable de basculer son effort. Lorsqu'en 2023, nous avons eu ces grandes manifestations revendicatives sur Paris, alors ce sont les pompiers des 3 départements de la Petite Couronne qui sont venus appuyer ceux qui étaient engagés sur Paris. Et quand quelques semaines plus tard, nous avons connu des épisodes de violences urbaines à l'intérieur de ces 3 départements, alors ce sont les pompiers du cœur de Paris intramuros qui sont allés appuyer, soutenir ceux qui étaient engagés au cœur des banlieues. Le 4e point, la 4e force sur laquelle je souhaite insister avec vous aujourd'hui, c'est très certainement le domaine santé. Oui, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris a cette particularité de disposer d'un service de santé qui lui est propre, et donc nous avons un commandement unifié des secours médicaux et des secours plus propres à l'incendie, qui sont placés sous l'autorité d'un même chef, le commandant des opérations de secours. Vous avez vu quelques images de cette explosion devant le Val-de-Grâce, rue Saint-Jacques. Le succès de cette opération est lié directement à l'unité de ce commandement lorsque nous fonctionnons dans les rues de Paris face à des catastrophes de grande ampleur. Enfin, et on aura l'occasion de vous en reparler dans quelques minutes, une dynamique d'innovation qui est constitutive de la recherche d'excellence de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Son statut militaire l'oblige à être excellence, à cette excellence, pardon. Et cette excellence, elle se fonde notamment sur cette dynamique d'innovation qui fait que récemment encore, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris a remporté le prix de l'audace grâce à la lance diphasique qu'elle a elle-même brevetée, co-brevetée pour être tout à fait précis, avec une entreprise française. Mais derrière cette dernière innovation, il y en a dans son histoire beaucoup d'autres. Je pense au casque Gallet, je pense qu'à l'application Staying Alive,
qui est couplée avec l'application GeoCœur et qui permet aujourd'hui d'avoir des secouristes qui sont au plus proche des victimes qui sont appelées lorsqu'il y a un arrêt cardiaque dans Paris. Quelques mots maintenant sur les enjeux de la BSPP. Quels sont ces enjeux aujourd'hui ? Eh bien, tout d'abord, c'est la résilience de la capitale et donc la résilience nationale face à un certain nombre de défis et notamment aux défis environnementaux. Deuxième enjeu, c'est la soutenabilité de son modèle dans un contexte budgétaire que chacun connaît et qui est contraint. Troisième enjeu, c'est bien sûr l'accompagnement des armées dans la perspective d'un engagement en haute intensité. Et puis, bien sûr, cet enjeu d'innovation pour la prise en compte des évolutions climatiques, environnementales, sociétales qui peuvent exister de façon à être positionnés toujours en pointe par rapport à l'ensemble des acteurs de l'écosystème des services d'incendie et de secours et également dans le domaine de la préservation du patrimoine. Alors comment est articulée cette brigade ? Elle est constituée aujourd'hui de 6 groupements, 3 groupements d'incendie et de secours qui se partagent Paris et les 3 départements de la Petite Couronne, une école de sapeurs-pompiers, le groupement formation, instruction et secours, situé aujourd'hui à Limeil, un groupement des appuis et un groupement de soutien. Ce groupement de soutien, je m'attarde quelques instants dessus, puisqu'il est en fait le gage de l'autonomie et donc de la réactivité de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Nous avons des sapeurs-pompiers qui sont menuisiers, nous avons des sapeurs-pompiers qui sont infirmiers, nous avons des sapeurs-pompiers qui sont cuisiniers, nous avons des sapeurs-pompiers qui sont sur tous les corps de métier qui permettent de fonctionner et ils sont tous placés sous une autorité unique. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ça a été rappelé il y a quelques instants, elle réalise un peu moins de 500 000 interventions chaque année. L'essentiel de ces interventions, la grande majorité, ce sont des interventions de secours aux personnes. Et bien évidemment, elle réalise également un nombre d'heures beaucoup plus important proportionnellement sur le domaine de l'incendie et de la gestion des grandes catastrophes, fuites de gaz, etc., qui peuvent exister. Je viens maintenant sur un point qui est peut-être moins connu. Le soleil ne se couche pas sur la brigade de sapeurs-pompiers de Paris puisqu'elle est engagée sur l'ensemble des territoires où l'armée française est elle-même engagée, que ce soit en Afrique, que ce soit dans l'Est de l'Europe ou que ce soit au Liban en particulier, où nous avons toujours un détachement qui est présent en soutien des forces qui sont sur place. Je terminerai par quelques chiffres sur lesquels vous pourrez rebondir si jamais vous le souhaitez, mais essentiellement sur un message concernant le recrutement. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est résolument tournée vers la jeunesse. Elle est ouverte à tous et à toutes. Chaque année, c'est 1200 jeunes qui rejoignent nos rangs. Mais chaque année, ce sont également plusieurs milliers de jeunes qui sont touchés par nos différents dispositifs jeunesse, que ce soit les réservistes, que ce soit les volontaires services civiques, que ce soit nos classes de défense, que ce soit les écoles ouvertes, nous avons toutes sortes de dispositifs qui nous permettent de toucher à différents âges l'ensemble de la jeunesse française. Et nous les recrutons sans concours. Nous les recrutons sans discrimination. Nous les recrutons sans routine. Nous les recrutons pour un métier qui est exceptionnel, tourné vers l'autre, avec un engagement qui se fait au sein des centres de secours, une cohésion qui est extrêmement forte et que aujourd'hui notre jeunesse recherche. Et donc vous êtes tous les bienvenus, que ce soit dans l'actif comme dans la réserve, pour être médecin comme pour être spécialiste, pour être pompier de Paris, et vous retrouverez à l'intérieur les valeurs qui aujourd'hui vous motivent. Mesdames et messieurs, j'en ai terminé et je serai heureux de répondre aux questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup, Général. Place aux questions. Est-ce que nous avons des questions en audio déjà ? Non, pas de questions en audio. Moi, j'aurais une question à vous poser. À quelques jours de la réouverture de Notre-Dame, de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qu'est-ce que ça représente pour la BSPP ? Bon, ce n'est pas une question qui est facile, parce que c'est une question dans laquelle tout de suite il y a beaucoup d'émotions. L'histoire de Notre-Dame, elle est aujourd'hui à la coïncidence de l'histoire des sapeurs-pompiers de Paris. Je pense que nos destins sont liés. Ils l'étaient déjà d'ailleurs par le passé, mais plus que jamais ils le sont effectivement. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se positionne comme un pôle d'excellence de la préservation du patrimoine et bien évidemment Notre-Dame a une place particulière en raison de l'incendie et de tous ceux qui ont œuvré, qui ont contribué à son sauvetage, parmi lesquels il y a les pompiers de Paris.
Nous ne souhaitons pas la première place parce que beaucoup ont contribué à œuvrer à la réouverture de Notre-Dame, que ce soit des tailleurs de pierre, que ce soit des charpentiers, parfois des brodeurs ou des brodeuses, toutes sortes d'hommes et de femmes qui sont venus pour restaurer la cathédrale. J'ai eu l'occasion de voir cette semaine la cathédrale dans toute sa splendeur, dans toute sa lumière, à quelques jours de sa réouverture au moment de la commission de sécurité. Et je peux vous dire que c'est un instant d'émotion. Donc pour répondre précisément, je dirais que le premier mot qui vient, c'est l'émotion. Ensuite, c'est la fierté d'avoir contribué, bien sûr, pour ceux qui se sont battus sur Notre-Dame. Je n'étais moi-même pas sur ce feu, mais c'est la fierté collective, bien sûr, qui peut exister. Et puis, bien évidemment, c'est aussi l'humilité. La brigade a été confrontée à toutes sortes de grands feux. Elle sait que dans ces grands feux, eh bien, il y a toujours des difficultés, il y a des événements qui n'ont pas forcément été préparés. Mais dans ce cas précis, je dirais que face à ce feu de forêt, à 70 mètres de hauteur, sur une île, dans un quartier médiéval, sous l'œil de 3 milliards de téléspectateurs, elle a réussi, nos anciens ont réussi une prouesse qui est absolument exceptionnelle et que nous devons être capables de répéter peut-être dans quelques minutes si jamais malheureusement un événement de ce type devait arriver. Et nous allons passer maintenant au point avec le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées, sur les opérations militaires françaises. Et avant de quitter la salle tout à l'heure, je vous invite aussi à aller échanger avec le lieutenant-colonel Le Gall, qui vous présentera les lances dysphasiques qui ont été évoquées justement par le général. Colonel, c'est à vous. Merci Madame la Directrice, bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer ce point d'horizon des opérations avec le soutien militaire à l'Ukraine. Dans le cadre de la mission d'assistance militaire de l'Union européenne, EUMAM, à l'Ukraine, la formation de la brigade Anne de Kiev est maintenant terminée et l'ensemble des soldats ukrainiens de cette brigade a quitté le territoire français. Les formations adaptées aux besoins et aux demandes exprimées par le partenaire se poursuivent dans tous les milieux, notamment dans le domaine aérien. Vous savez que le président de la République avait annoncé le 6 juin le développement d'une nouvelle coopération avec l'Ukraine en matière de défense aérienne. Cette coopération s'est traduite par la formation de pilotes et la cession de Mirage 2000-5, contribuant ainsi à la restauration de la supériorité aérienne ukrainienne. Les pilotes ukrainiens suivent depuis cet été des formations en France. La formation aux fondamentaux du pilotage d'avions de chasse comprend différentes phases. Formation à la navigation basse altitude, haute vitesse, évolution dans le cadre tactique dense, sous menace solaire et air-air, le tir air-sol, le tir air-air et enfin, bien entendu, le combat aérien. De plus, en Pologne, le détachement français a accueilli cette semaine un contingent d'une 50aine de soldats ukrainiens pour une formation dédiée aux sous-officiers. On poursuit maintenant sur le flanc oriental de l'Alliance où les armées françaises poursuivent leur engagement pour la sécurité régionale. Cette semaine en Estonie, tandis que la compagnie d'infanterie légère s'est entraînée à la réalisation de tranchées avec l'Estonian Defense League, les officiers français de la mission Lynx ont participé à l'exercice d'état-major Decisive Lancer, simulant la mise en œuvre du plan de défense estonien. Cet exercice de poste de commandement avait pour objectif d'entraîner les forces de sécurité nationale à planifier la défense du pays en cas de crise majeure ou de guerre. De plus, le 22 novembre, sur le camp de Tapa, les militaires français insérés dans le bataillon multinational de l'OTAN sous commandement britannique ont réalisé avec leur allié un exercice d'alerte, Vanguard Combat Team. Ce dernier a vu un déploiement rapide des soldats et de leur matériel pour une mission de défense du territoire. L'objectif de ce type de manœuvre est d'organiser le desserrement et la dilution des unités sur le terrain pour compliquer les frappes et le ciblage adverse. En Roumanie, cette semaine, les soldats de la mission Aigle, opérant au sein du bataillon multinational de l'OTAN sous commandement de la France, ont réalisé les premiers exercices conjoints avec le contingent espagnol récemment arrivé. Ainsi, l'exercice Eagle Lightning a été l'occasion de mettre en œuvre l'interopérabilité des systèmes de communication et d'information. Par ailleurs, au cours de l'exercice Eagle Angel, le bataillon a confirmé sa capacité à réagir et à prendre en charge un afflux massif de blessés. C'est un exercice de type Mass Casualties. Enfin, sur le camp de Kapumidia, les lance-roquettes unitaires, les LRU, d'une portée de l'ordre de 80 km, des artilleurs du bataillon multinational ont réalisé des exercices de frappe guidés par drone lors de l'exercice interallié Dynamic Front.
Et toujours dans le cadre de cet exercice, mais maintenant en Finlande, les artilleurs du 93e régiment d'artillerie de montagne participent à des manœuvres de tir d'artillerie. Pour cette contribution française, ce sont près de 400 tonnes d'équipements et de matériel qui ont été acheminés au-delà du cercle polaire arctique par voie ferrée, ainsi que 25 tonnes de munitions par voie aérienne. Ce haut niveau de coordination entre les unités alliées illustre la cohésion et la connaissance mutuelle des artilleurs de l'Alliance. Dans le ciel européen, l'armée de l'air et de l'espace assure la surveillance des frontières sur le flanc est de l'Alliance en contribuant aux missions air shielding de l'OTAN. Donc, du 4 au 29 novembre, l'armée de l'air et de l'espace a ainsi déployé un A330 MRTT Phoenix sur la base aérienne de Powidz, en Pologne. Du 19 au 25 novembre, cet avion français a réalisé des missions de ravitaillement en vol au profit de chasseurs suédois, allemands, polonais, italiens et danois au-dessus de la Suède, de la Pologne et du Danemark. De plus, du 25 au 29 novembre, 3 Mirage 2000D sont déployés sur la base aérienne de Námest, en République tchèque, sous le mandat des missions Air Shielding de l'OTAN. Le déploiement prend la forme d'une dilution rapide et agile des moyens avec une empreinte logistique la plus légère possible conformément au concept ACE, Agile Combat Employment. L'objectif est bien entendu le suivant, compliquer la solution de ciblage de l'adversaire concernant ces matériels à haute valeur ajoutée. Plus particulièrement le 28 novembre, ces avions participent à un exercice de combat aérien simulant une incursion d'une force aérienne adverse. Cette mission opposera fictivement, dans un environnement complexe, des chasseurs de l'OTAN. Enfin, depuis le 27 novembre, 4 Rafales sont déployés sur la base aérienne de Šiauliai, en Lituanie. Leur mission Enhanced Air Policing, EAP, de l'OTAN débutera pleinement la semaine prochaine, après une phase de montée en puissance. Depuis 2014, les Alliés mettent en œuvre ce dispositif de police du ciel renforcé sous le commandement de l'OTAN et les armées françaises y contribuent en déployant régulièrement leurs avions de chasse pour des périodes de plusieurs mois. Ce mandat étant la 11e occurrence de cette mission depuis 2014. La réactivité et la modularité du dispositif aérien de l'OTAN démontrent la capacité des Alliés à défendre leur espace aérien. On passe à la mer Baltique où 3 bâtiments de la Marine nationale sont déployés simultanément pour participer aux activités maritimes de l'OTAN. Cette semaine, une frégate, le PHM commandant Blaison, le chasseur de mines tripartite Croix du Sud ainsi qu'un Atlantique 2 déployé depuis la Suède ont débuté leur participation à l'exercice Freezing Winds 24. Cet exercice de l'OTAN organisé par la Finlande se déroule jusqu'au 29 novembre dans l'est de la mer Baltique et sur les territoires finlandais. Au total, plus de 4000 militaires de 13 nations participent aux côtés des unités françaises à cet exercice multilutte dans l'environnement particulièrement inhospitalier de nord de la mer Baltique. Il témoigne aussi de la cohésion des membres de l'OTAN pour garantir la sécurité collective aux côtés d'un allié ayant récemment rejoint l'Alliance. On passe à la Méditerranée où le groupe aéronaval, centré autour du porte-avions Charles de Gaulle, est composé de 3 frégates françaises, un ravitailleur, un sous-marin et plusieurs escorteurs étrangers, appareils de Toulon ce jeudi matin pour la mission opérationnelle Clemenceau 25. Agrégateur de forces internationales par nature, le GAN sera renforcé en mer Méditerranée par les frégates alliées italiennes, américaines, marocaines et grecques. Depuis une décennie, plus d'une trentaine de frégates et sous-marins alliés ont rejoint les rangs du GAN français en opération. Véritable outil de supériorité navale, de protection, de projection de puissance et d'appréciation autonome de situation, le GAN sera déployé dans un environnement stratégique complexe. Le déploiement de cette capacité militaire souligne l'attachement de la France à la liberté de navigation et d'action et de circulation maritime et aérienne. En Méditerranée orientale, depuis le 12 novembre, une frégate est intégrée au sein du Standing NATO Maritime Group 2, SNMG2. Elle mène aux côtés des bâtiments alliés des patrouilles de surveillance maritime pour renforcer la posture défensive de l'Alliance sur le flanc Est. Dans un premier temps, la frégate a conduit des séquences de ravitaillement à la mer avec le ravitailleur espagnol Cantabria. Puis le 18 novembre, elle a rejoint le HMCS Charlottetown du Canada avec son état-major canadien embarqué, accompagné des frégates allemandes et espagnoles Hambourg et Cristobal Colón. Le Task Group de l'OTAN a ainsi patrouillé en Méditerranée
Et au cours de cette patrouille, les bâtiments de la force ont effectué des manœuvres à la mer, des appontages croisés d'hélicoptères, des exercices de défense aérienne ou encore des interceptions radio et radar. Depuis le 23 novembre, cette même frégate participe à l'exercice maritime multinational NIRIS 24, basé sur un scénario de gestion de crise organisé par la Grèce. Cet exercice NIRIS 24 est considéré comme une étape majeure dans la préparation de l'état-major multinational grec de l'OTAN, piloté par la Grèce. L'objectif de cet exercice est d'approfondir l'interopérabilité interalliée avec la conduite d'une opération maritime axée sur un scénario réaliste. La marine grecque met en œuvre 2 sous-marins, 4 frégates, 2 patrouilleurs, un pétrolier ravitailleur et un bâtiment amphibie avec des troupes de marine réparties en 2 forces. Par ailleurs, aux côtés de la frégate française, 2 avions de patrouille maritime portugais et américains participent également. En Méditerranée orientale, une frégate française est toujours déployée au large du Liban pour contribuer à l'appréciation autonome de situation de la France dans la région. Plus au sud maintenant, mer Rouge, la frégate française déployée au sein de l'opération européenne Aspides continue d'assurer la protection des navires de commerce pour garantir la liberté de circulation de Suez à Ormuz. Un avion de patrouille maritime Atlantique 2 est également déployé dans la zone, permettant d'amplifier la capacité de renseignement et de renforcer le dispositif de protection des navires. Cap maintenant sur le Qatar, où l'exercice bilatéral interarmé Al-Quds se poursuit. Après l'engagement des unités terrestres issues des forces françaises aux Émirats arabes unis la semaine dernière, cette semaine voit l'engagement des Rafales de la BA-104 et la frégate de surveillance, le Floréal, aux côtés des forces armées qatariennes. Le thème tactique élaboré conjointement entre les Français et les Qatariens simule un scénario d'engagement portant sur la défense du territoire du Qatar. En plus des unités déployées sur le terrain, une structure de commandement commune a été établie pour planifier et conduire la manœuvre interarmée. Cet exercice de grande ampleur renforce les liens de confiance unissant les forces armées qatariennes et françaises. On passe maintenant au sud du Liban, où les patrouilles de la Force Commander Reserve, la FCR de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, continuent. Dans ce cadre, les unités de la FCR poursuivent leurs actions, notamment en ouvrant des itinéraires rendus impraticables par les combats, des actions réalisées au profit d'autres contingents de la FINUL, en particulier nos alliés italiens. En patrouillant dans l'ensemble de la zone FINUL, la FCR démontre sa capacité à réagir en tout point. Par ailleurs, les missions d'appui à la population se poursuivent, accompagnant le retour des habitants. Les casques bleus ont ainsi distribué ce 25 novembre du matériel médical aux habitants de Tyr. Et la France a proposé à l'ONU de renforcer sa capacité génie au sein de la FCR afin d'appuyer au mieux l'ouverture des itinéraires dans le cadre du mécanisme de cessez-le-feu qui est actuellement à l'œuvre. Passons maintenant à l'Afrique, où les armées françaises s'engagent au quotidien auprès de leurs partenaires pour mener des actions de coopération adaptées aux besoins de chaque pays. Dans le golfe de Guinée, le porte-hélicoptère amphibie Dixmude est toujours déployé en mission Corimbe. Les 18 et 19 novembre, le PHA Dixmude a commencé la semaine par l'exercice bilatéral amphibie Zangbeto avec les forces armées béninoises. Cette manœuvre amphibie a mobilisé les éléments du sous-groupement tactique embarqué SGTE Corrigan et plus d'une centaine de militaires béninois issus de l'École nationale des sous-officiers de Ouida, du 2e groupement blindé et du 3e bataillon interarmes béninois. L'exercice amphibie Zangbeto visait, après la mise à terre des VAB, à s'entraîner conjointement au combat à l'infanterie motorisée en incluant une menace IED, Improvised Explosive Device. Cet exercice s'inscrit dans la continuité du partenariat qui lie les forces armées françaises et béninoises. Le Dixmude a ensuite mis le cap sur le Nigeria. Les 23 et 24 novembre, le groupe amphibie français composé du Dixmude et du sous-groupement tactique embarqué Corrigan a participé aux côtés des forces armées nigérianes à l'exercice amphibie Crocodile Lift au large de Lagos. Crocodile Lift 2024 est un exercice de lutte contre le terrorisme maritime et la piraterie. Ainsi, le groupe amphibie français a été invité à appuyer et soutenir une manœuvre coordonnée de libération d'otages à la fois à la mer et sur terre, conduite par les forces spéciales nigérianes. Cet exercice a permis d'améliorer la synergie entre les deux pays par la réalisation conjointe d'une opération antiterroriste complexe, comprenant une libération d'otages,
une évacuation médicale et un assaut amphibie et héliporté. Au Sénégal, maintenant, du 12 au 22 novembre, les éléments français au Sénégal, les EFS, en partenariat avec l'école du Val-de-Grâce, du service de santé des armées, ont accueilli une séquence internationale dédiée à la mise en condition de survie du blessé de guerre. Pendant 10 jours, 12 officiers et sous-officiers issus de 6 nations africaines, qui sont le Bénin, la Guinée, Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Sénégal et le Togo, ont participé à cette formation. En favorisant un partage d'expertise, ce partenariat médical opérationnel s'inscrit dans une coopération militaire équilibrée et illustre la volonté de la France, aux côtés de ses partenaires africains, de renforcer les capacités sanitaires dans un domaine essentiel pour la survie du blessé de guerre. Au Gabon, maintenant, le stage Aide Moniteur Forêt, AMF, se poursuit sur le camp de Gaulle. La deuxième phase de la formation a débuté cette semaine et se concentre sur la restitution des techniques essentielles de survie et de combat en milieu forestier. Les militaires africains, suivant le stage AMF, contribuent ainsi au renforcement des capacités des armées partenaires de la région dans le domaine de la protection des ressources naturelles. D'autre part, du 6 au 28 novembre, un détachement d'instruction opérationnelle multidomaine, DIO, a été déployé à Ngaoundéré, au Cameroun, dans le cadre de la mission de la coopération militaire des éléments français au Gabon, avec les forces armées camerounaises. L'objectif de ce DIO est de renforcer les compétences tactiques et techniques des soldats camerounais. Les formations ont couvert plusieurs domaines: le combat en milieu ouvert et urbain, le tir de précision, l'utilisation des drones, le combat au corps à corps et le secourisme au combat. On parle maintenant de la zone Indo-Pacifique. Alors, créée en juillet 2023 à l'initiative du président de la République, l'Académie du Pacifique a organisé un stage de planification d'état-major du 12 au 21 novembre. Menée au sein de l'état-major interarmé, le MIA de Nouméa, cette séquence a permis une formation conjointe pour des militaires issus de Nauru, des Fidji, des îles Cook, Tonga, Vanuatu et d'Australie. Il s'agissait pour les stagiaires de partager les procédures communes en matière de planification stratégique et opérationnelle. Que ce soit à travers les stages de commandement ou de planification opérationnelle, l'Académie du Pacifique s'engage à maintenir un espace Indo-Pacifique libre et ouvert avec les partenaires du Pacifique. En mer, la frégate de surveillance prairiale, actuellement en mission au large de l'île de Guam, a achevé le 21 novembre sa participation à la mission ECC, Enforcement Coordination Cell. Cette mission a succédé à 11 jours de patrouille au large de la Corée du Nord, je vous le rappelle, pour assurer le respect de l'embargo décidé par les Nations Unies. La frégate a désormais rejoint la marine et les gardes-côtes américains pour participer à des séquences conjointes d'entraînement. Plus à l'ouest, les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, les FASOI, ont mené cette semaine plusieurs actions au profit de la stabilité et de la coopération régionale. Ainsi, le passage de l'ex-cyclone Becky sur la Réunion a été l'occasion de démontrer la préparation des FASOI face aux aléas climatiques. Le plan cyclone, renforcé par l'exercice annuel Cyclonex, a été pleinement opérationnel. Cet événement a souligné les capacités des FASOI à anticiper et réagir efficacement, garantissant ainsi la sécurité des populations locales et la continuité des opérations. Sur le plan maritime, les FASOI ont intensifié leur présence dans la zone de responsabilité permanente, la ZRP, afin de renforcer la sécurité régionale et de lutter contre les trafics illicites. Le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer, BSOM Champlain, a mené une mission de ravitaillement des îles éparses, intégrant des exercices d'observation en mer pour appuyer des détachements terrestres. Par ailleurs, le patrouilleur Le Malin a poursuivi sa mission de surveillance maritime dans le canal du Mozambique, contribuant de manière significative à la posture de sécurité dans cette zone sensible. Ces opérations maritimes illustrent l'engagement des FASOI dans la lutte contre les trafics illicites et la protection des voies maritimes stratégiques. Passe à la zone Antilles-Guyane. D'abord en Guyane, les armées poursuivent leur mission de soutien à la population en réponse à la sécheresse qui frappe actuellement l'ouest guyanais. Les forces armées en Guyane mettent à disposition leurs moyens afin de livrer des denrées alimentaires au commerce des communes les plus isolées. Ainsi, les avions CASA ont acheminé du carburant, du gaz, ainsi que des produits alimentaires. Les FAG demeurent mobilisés face à la sécheresse, tandis que d'autres missions opérationnelles se poursuivent. Aussi, le 17 novembre, le patrouilleur anti-Guyane l'a résolu, des FAG, a intercepté un navire de pêche en situation illégale. Les actions de police de pêche illustrent l'engagement des forces armées pour le respect de l'environnement et de la souveraineté française.
Enfin, dans le cadre de la mission de lutte contre le narcotrafic Caraïbe Royal, la frégate de surveillance Ventose a mené une séquence de coopération avec la République dominicaine. L'équipe de visite a ainsi conduit plusieurs exercices à bord. Ceci conclut mon intervention. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, à 11h pour le prochain point presse. Très bonne fin de semaine à tous.